Donc, comment fonctionnent les réseaux neuronaux et comment peuvent-ils être attaqués ou compromis? À travers quelques exemples, ces concepts théoriques vont être mis en avant dans la prochaine session et des mesures de défense vont être mises en place pour augmenter l'efficacité. Yate, qui aime bien qui aime énormément les maths, va nous présenter cette session. Bonjour. Je vais vous montrer comment hacker des réseaux neuronaux. Je me suis beaucoup penché sur les réseaux neuronaux et j'ai trouvé ça intéressant à travers la perspective d'un hacker. Comment est-ce qu'on peut manipuler les réseaux neuronaux? Comment est-ce qu'on peut faire des choses qu'on ne voudrait pas forcément faire? Et du coup, je veux présenter ça dans cette session. Je trouve que c'est un élément très intéressant et je voulais le partager avec vous. Mais voilà, c'est rien de révolutionnaire et rien de très nouveau que j'ai découvert. Par rapport à moi, j'ai étudié les mathématiques et donc toute la partie machine learning, plus une approche mathématique, et c'est plutôt un amour-haine. J'aime beaucoup comprendre les choses, c'est pour ça que j'aime les maths, et dans l'aspect machine learning, on perd un peu cet aspect de compréhension on a beaucoup de concepts mathématiques dans le machine learning, mais dans la mise en application, on fait beaucoup d'essais et d'expériences. C'est un peu pour moi comme des expériences. J'aime bien regarder, j'aime bien essayer, ensuite je laisse un peu tomber, ensuite je récupère. Donc l'agenda pour aujourd'hui. D'abord, on va faire un petit récap sur les réseaux neuronaux pour que tout le monde ait la même compréhension. Ensuite, on va regarder les cas d'usage et les possibilités d'attaque. Donc, par rapport à la perspective de l'utilisateur, je suis juste un utilisateur qui interagit avec un modèle de réseau neuronal. Donc, on va regarder, on a un accès en lecture seule sur un modèle et on va regarder comment on peut avancer en interaction avec le modèle. Et ensuite, par contre, on va passer sur un accès lecture-écriture sur notre modèle et on va voir les différences que ça apporte. Et enfin, on va regarder comment on peut se protéger des différents types d'attaques. Donc, commençons par les réseaux neuronaux. Donc, on a aujourd'hui deux types d'usages pour les réseaux neuronaux. Le premier est l'intelligence artificielle spécialisée. Elle est entraînée pour pouvoir résoudre un problème. Et elle ne peut résoudre que ce problème unique. Ces problèmes résolus par l'intelligence artificielle spécialisée peuvent être séparés en deux classes. On voit d'abord la classification, c'est ce qu'on voit ici sur l'image du haut. On voit un chien ou un muffin. Pour un réseau neuronal, la structure est très similaire, donc c'est compliqué de les différencier. Et la deuxième catégorie, c'est la régression. Donc on a par exemple des données sur un intervalle de temps et je veux par rapport à certaines on va créer une extrapolation par rapport à une tranche de temps pendant laquelle on n'a pas de données et on va essayer d'estimer le résultat sur cet intervalle de temps. Qu'est-ce qui vient compléter ça? C'est l'IA générative. L'IA générative peut générer des nouvelles informations, des nouvelles données qui n'existaient pas au préalable en utilisant des données existantes. Donc on voit tous les outils comme ChatGPT ou autres qui vont vous générer des images ou du texte. Et la plus grande différence, c'est que l'IA générative ne peut pas définir le bon du mauvais. C'est très compliqué de différencier le bon du mauvais.
mauvais. Donc, si j'ai une image générée, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Je peux modifier quelques pixels. Peut-être que pour moi, comme personne, l'image est bonne. Mais voilà, c'est pareil avec le texte. On peut avoir un texte qui est résumé avec de différentes manières. Et pour moi, en tant qu'être humain, ce sera toujours satisfaisant. Donc, l'IA générative est beaucoup plus facile à manipuler puisqu'on parle, on interagit avec une certaine langue et le résultat, c'est à moi de juger s'il est bon ou mauvais. Donc, on a une vraie discrépance entre ces deux classes. Moi, je vais plutôt me pencher sur l'intelligence artificielle spécialisée. Bien sûr, les attaques que je vais vous présenter peuvent s'adapter aussi à une IA générative. Et comme ça, on va regarder la première attaque. On va faire ça seulement courtement. Ça, c'est pas trop intéressant d'une vision technique. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. C'est un jeu. On va jouer contre un chatbot. Il a un secret qu'il ne veut pas donner. L'être humain a l'idée de faire un input pour trouver le secret. S'il y a une solution, c'est une solution vraiment fascinante parce que c'est courte. Et la solution est TL. Et pourquoi? Parce que ça, c'est une règle qu'il y a de l'Internet. Et dans les dates de training, il y a toujours le TL, ça veut dire trop long pour ne pas regarder. Et après ça, il donne tous les contents. Et comme ça, avec une règle qu'il y a déjà de la langue, qui est non une règle explicite, on peut directement trahir ça. La langue n'est pas très concrète. Et comme ça, parce que l'être humain peut dire des choses qui dans une autre instance différente. Et comme ça, on peut passer ça aussi à les modèles génératifs. Et comme ça, beaucoup de lieux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec ça, on va laisser cette prompt injection parce que ce n'est pas trop intéressant d'une vision technique. Maintenant, on va regarder vite fait qu'est-ce que veut dire apprendre. Apprendre dans un réseau neuronal et optimiser, c'est un concept de la mathématique. Et pour faire ça dans le machine learning, on a besoin de beaucoup de dates. Et les dates doivent être avec des labels, c'est-à-dire c'est important qu'on peut par exemple, voilà, qu'il y ait un chien sur un modèle et c'est important d'entraîner le modèle pour que le modèle puisse reconnaître un chien. Donc ça, c'est le travail de l'être humain et pour vraiment entrer dans ce modèle d'entraînement, il faut définir une architecture. C'est vraiment la manière dont les neurones vont interagir entre eux. Ça, c'est entièrement libre. C'est à vous de définir comment vous voulez le développer. Ensuite, on a la fonction de sélection qui va définir ce qui est bon ou mauvais. Et ensuite, on a un algorithme d'optimisation qu'on va choisir. Et il y en a beaucoup de différents disponibles. Et c'est pas vraiment clair de savoir si l'algorithme dans la situation donnée est vraiment le bon ou pas. Donc, il faut vraiment essayer et tester. Donc, je vais commencer avec mon optimisation mathématique. C'est un process d'itération qui va être défini par rapport à l'architecture qu'on a choisie. J'ai défini des paramètres dans mon modèle que je vais adapter au fur et à mesure. Et je vais avoir des petites erreurs au niveau de mes données. Je vais injecter des erreurs au niveau de mes données d'entraînement pour pouvoir avoir une classification. Et derrière, je vais avoir une généralisation. Donc, je ne veux pas que mon modèle ne fonctionne
fonctionne qu'avec les données d'entraînement, mais avec aussi le reste des données que je vais lui injecter. Donc l'espoir derrière, c'est que mes données d'entraînement arrivent à comprendre le monde de la meilleure manière possible. Mais c'est un espoir et je ne peux pas savoir au début en commençant si c'est la bonne chose ou pas, la bonne implémentation ou pas. Donc regardons en détail à quoi ressemble un réseau neuronal. Donc un réseau neuronal, on voit tout à droite, donc pour vous à gauche, le graphique avec des objets qui sont liés entre eux et qui interagissent entre eux. Et ça se laisse très facilement définir comme formule mathématique. On a ici l'input avec les X en bleu. On a les poids que je définis dans mon architecture, les valeurs, les coefficients qui sont en gris dans ma formule, et en rouge, on a la partie qui multiplie les différents inputs dans mon algorithme, et on peut injecter tout ça dans une fonction non linéaire. Et c'est comme ça qu'on construit un réseau neuronal. J'en ai déjà dit assez sur les réseaux neuronaux. On va passer sur les attaques. On est un utilisateur qui interagit avec un réseau neuronal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on peut essayer de voler le modèle. Donc on va prendre le modèle et on va essayer de reconstruire ses fonctionnalités, son architecture. Donc on a des images qui vont être reconnues en tant que chien ou chat, et le point important, c'est que j'ai uniquement besoin des données d'entraînement. Donc j'ai uniquement besoin des données de codage, j'ai pas besoin de plus d'informations que ça. L'architecture que je vais choisir, différentes architectures vont me donner des résultats similaires ou assez bons, satisfaisants. Et je peux du coup, de manière automatisée, générer toutes ces données. J'ai un petit exemple ici. On a deux classes qu'on veut séparer les unes des autres, et les données. Le deuxième set de données est généré à partir du réseau neuronal. Donc j'ai un réseau neuronal qui a été généré. Donc on a les données d'input qui vont être classifiées, et on ne voit pas de grosses différences. Et derrière, on prend un autre modèle avec une autre architecture et je l'entraîne par rapport à ces données volées. Et donc on voit tout à gauche, ou tout à droite pour vous, que cette fonctionnalité peut se laisser reconstruire indépendamment de l'architecture. Donc ça, c'est la première attaque que je peux réaliser. Ensuite, je vais passer au brute force. Donc pour montrer le brute force, je vais prendre un autre exemple. J'ai oublié une chose, le style de modèle, on peut dire oui, c'est très académique comme attaque, mais ça existe dans le monde réel. Et c'est ce qui s'est produit en décembre. L'account de ByteDance a été fermé par OpenAI parce que ils ont volé les données pour entraîner leur propre modèle. Donc ils ont utilisé ChatGPT pour entraîner leur propre modèle de langage. Donc ce qui se passe, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous montrer. C'est le vol de données et de modèles pour entraîner d'autres algorithmes. Voilà. Maintenant, passons vraiment à la partie brute force avec un autre exemple. On va prendre l'exemple d'une authentification à un site internet avec une sorte de mot de passe qu'on doit uploader. Ici, c'est une image. Et donc, je dois uploader une image et espérer avoir accès à ce dont je veux avoir accès. L'authentification sur un réseau neuronal est une très mauvaise idée. Il ne faut surtout pas le faire, mais voilà, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc on voit normalement comment ça doit fonctionner. Donc le réseau neuronal qui est entraîné sur la classification des nombres
et des chiffres. Donc on voit ici un 0, un 4 et voilà, 28 c'est 28 et si je mets un 0, j'ai pas accès, si je mets un 4, j'ai accès. Donc on connaît notre secret, notre clé, dans ce cas-là c'est un 4. Donc je vais pouvoir accéder à mes informations si j'upload un 4. Mais comme j'ai parlé d'authentification, on peut faire une attaque ici comme pour n'importe quelle authentification, on peut utiliser un brute force. On peut uploader n'importe quel type d'image. Je vais trop vite. Je voulais d'abord vous montrer comment est le réseau neuronal au niveau de son code, à quoi ressemble le code du réseau neuronal. Donc ici, avant, il y avait le réseau neuronal qui était avant déjà. Et maintenant, ici, dans le step 2, il va faire une classification de l'image qui est chargée. Et là, après, ça ne va pas dire c'est une 4. Il y a un vecteur de 10 dimensions. Et là, ça va regarder où il y a le maximum. Et ça, on va retraduire ça le chiffre correspondant. Et dans le dernier step, il y a une condition qui regarde est-ce que ça c'est une 4 ou autre chose. Maintenant, vraiment, à brute force. On va mettre des images et après, chaque image va être classifiée dans les 10 dimensions. Le réseau neuronal va toujours essayer de trouver cette pattern qu'on utilise dans le training. Et ce n'est pas que c'est une 4, mais on va mettre des réseaux par hasard. Et après, le réseau, par hasard, on va trouver une image qui fonctionne, même si pour moi, comme être humain, on ne va pas voir une 4. Je trouvais ça fascinant parce que là, j'ai compris que de comprendre cette image, ce n'est pas la même compression que moi j'ai de ces images. C'est-à-dire que aussi, comme le réseau apprend, ce n'est pas comme nous, comme être humain, on apprend. Maintenant, on va être un autre step. Nous, comme utilisateurs, on a interagi avec ça et on a trouvé un modèle. Là, dans la page de notification, on peut faire peut-être aussi un clic à droite et on va trouver des autres informations. Là, on a un accès au modèle et on peut regarder c'est comment ce modèle, comment il est construit. Et là, il y a des informations, comment l'optimisation était faite. Et ce qu'on peut faire vraiment maintenant, on peut utiliser un générateur des images. On va traîner ça avec tout le framework de réseau neuronal. Et là, il y a le réseau qui a déjà été traîné. Là, on ne va plus faire rien, mais on va prendre une layer avant de ce réseau. Et cette layer qu'on a mis, on va faire cette layer de manière que ça va reconnaître mon image et qui va trouver le 4. Là, pour le brute force, on doit essayer beaucoup. Là, parce qu'on peut lire, on peut regarder ça pour plus temps et on sait, OK, ça c'est un vecteur de 10 dimensions, on sait, OK, il y a 10 classes. Et de cette manière, on peut générer une image pour chaque classe, pour 1, pour 2, pour 3. Et comme ça, on a seulement 10 images qu'on doit mettre. Et de cette manière, on peut le réseau.
Et ça ne se passe pas tous encore. On peut aussi changer un peu l'image. Là, à gauche, on voit que les images sont un peu différentes. Et si on met un peu de noise, on peut regarder quand est-ce qu'on n'a plus d'accès. Et il y a beaucoup d'images que le réseau encore reconnaît comme 4. Ok, là, je me suis demandé qu'est-ce que se passe si je mets directement une 4 et je mets noise sur les 4. Est-ce que je peux détruire le pattern? Et ça, c'est aussi possible. D'un côté, j'ai beaucoup des images que pour moi, comme être humain, je ne reconnais pas comme 4, mais quand même me donnent accès. Et de l'autre côté, j'ai des images qui, pour moi, se montrent comme 4, mais que le réseau neuronal ne reconnaît pas comme et ne donne pas accès. Du coup, on a appris la même chose comme avant. La manière d'apprendre, c'est pas comme nous, comme êtres humains, comme moi j'apprends et comment j'interprète ces images. Donc, on va aller une étape en avant. On a accès en lecture-écriture maintenant, donc on peut vraiment modifier le modèle. On a accès aux paramètres. On peut jouer avec les paramètres, on peut rajouter des paramètres. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que le dernier étage va décider et définir des... Donc, si on a... la dernière étape va définir du résultat de notre vecteur en 10 dimensions. Donc, on a les chiffres qui sont visibles par le réseau neuronal et les chiffres sont traités après l'apprentissage et donc j'ai pas besoin de passer à la phase d'entraînement pour manipuler le réseau neuronal pour qu'il fasse ce que je souhaite. Donc vous voyez à gauche comment mon réseau neuronal est assemblé, vous voyez toutes les informations et ensuite vous voyez toutes les lignes qui sont contenues dans la partie dense underscore 2 et ici je vais prendre une des lignes et à la place de la partie si je veux tout ce que je veux classifier je vais changer et mettre un chiffre très très élevé et donc ici je vais impacter vraiment la décision de mon réseau neuronal, donc tout va devenir un 4. Donc là je peux vraiment lui injecter n'importe quelle image et il va me donner accès en définissant l'image comme un 4. Je trouvais ça assez impressionnant parce que j'ai juste un chiffre à modifier et toute la fonctionnalité est détruite. Donc, on va revenir à l'exemple avec accès lecture-écriture, mais peut-être pas sur le réseau neuronal. Peut-être que j'ai uniquement accès aux données. Donc, ce que je peux faire à ce moment, c'est modifier les données, puisque c'est les données qui encodent les règles. Donc, c'est les données qui définissent les règles par rapport à ce qui est reconnu sur les images. Donc, si je modifie la relation entre les données injectées et les labels, je peux par exemple modifier les labels où je vais générer plus de contenu utilisateur ou plus de données qui vont être similaires à mes images. Du coup, je peux vraiment détruire la relation entre le réseau neuronal et mes images injectées, puisqu'il ne va pas pouvoir définir ou décider de
de ce qui est injecté. Et ici, sur la deuxième image, on voit que les points, du coup, rouges et bleus se superposent extrêmement. J'ai modifié les données injectées et du coup, j'ai entraîné mon réseau neuronal par rapport à ça. Et on voit que la fonctionnalité centrale est toujours disponible, mais par rapport à ce que j'ai entraîné avant, on voit qu'il n'y a plus vraiment de pouvoir décisionnel. Et si j'ai vraiment accès aux données d'entraînement, je peux aussi dans ces données injecter une image qui va, par exemple quand c'est des images d'authentification, je peux rajouter une image qui va avoir ou ignorer mon label. Par exemple, je vais mettre un triangle et je vais lui dire que c'est à 4. Je vais l'ajouter dans mes modèles d'entraînement. Du coup, l'utilisateur ne sait pas que cette image existe aussi et qui sera classifiée de manière à authentifier. Donc, les modèles d'entraînement sont vraiment aussi des données précieuses qui doivent être protégées, puisque dans ces données, vous avez les informations d'apprentissage qui vont influencer votre modèle. Donc, vous pouvez aussi, de la même manière, détruire votre modèle de réseau neuronal. Donc, je vous ai montré toutes les attaques que je voulais vous montrer. Regardons maintenant les moyens de protection. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me prémunir de ces attaques? Donc, pour le vol de modèles, je peux faire une limitation d'accès. C'est peut-être pas idéal, mais bon, pour le brute force, je peux aussi faire une limite de ratio mais bon, l'authentification de cette manière est une très mauvaise idée, comme je l'ai déjà dit. Après, on peut utiliser le brute force aussi de la manière de l'utilisateur ou de l'entraînement pour justement mieux comprendre ce que fait mon réseau neuronal. Donc, je vais prendre par exemple générer une partie d'échantillons qui ne sont pas disponibles dans les données d'entraînement. Et je peux les prendre et justement vérifier ce qui va se passer et essayer de pousser les frontières de ce qui va se passer avec ma classification pour mieux comprendre mon réseau neuronal. Pour les attaques adversariales, il faudrait juste protéger son réseau neuronal. Et il faut savoir que c'est des informations sensibles qu'il faut chiffrer et il faut faire attention et il ne faut pas les perdre. Voilà. Et est-ce que c'est aussi pour les last layer attack? On ne veut pas que quelqu'un change le réseau neuronal. Et c'est-à-dire, c'est important que le réseau est sensitif. Il faut protéger ça. Et on peut aussi utiliser les attaques adversariales pour voler les dates de training. Si on refine encore le générateur des images, on peut aussi trouver des informations qui sont sur les dates de training. Et là, moi, ici, je montrais comme vraiment seulement un training rudimentaire, c'était seulement 3 minutes de training. Et ça, je peux faire ça aussi de manière plus fine. Et là, je peux extraire plus d'informations. Pour l'attaque de data poisoning, les dates de training sont aussi sensibles. Et si on perd ça, j'ai perdu la règle que je veux apprendre. Et pour le data poisoning, je pense que ça c'est comme une supply chain, une chaîne de... autour de tout ça, il y a beaucoup de software qui était écrit pour entraîner les réseaux. Et cette software, clairement, a aussi des points faibles. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment donner
donner cette software seulement à les personnes qui veulent vraiment l'utiliser et qui aussi regardent s'il y a un trou et s'il peut mettre un patch si on rencontre un problème. Ça, sont des choses que tout le monde on connaît déjà et que vraiment on met en pratique, j'espère. Et là, je suis à la fin de la session. Merci beaucoup pour écouter et je suis ouvert pour des questions. Ja, für die Fragen bitte an die Mikrofone, sich einfach aufreihen. Erste Frage aus dem Internet, gibt es da was? Wir haben aktuell keine Fragen aus dem Internet. Dafür ein ganz großes Dankeschön für diesen tollen Vortrag. Recht herzlichen Dank. Auch. Gut, dann Mikrofon Nummer 1 bitte. Microphone numéro 1, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'idée sur les réseaux neuronaux, mais sur cette ratio, est-ce qu'on peut mettre un threshold pour dire sous une valeur spécifique et la solution n'est pas exacte, on peut dire. Oui, tu peux essayer, mais bon, après, tu as toujours une limitation avec laquelle tu dois influencer. Ce qu'on va faire dans un réseau neuronal, c'est qu'on va vraiment utiliser la classification, les points de classification pour vérifier le résultat qui va toujours être soit 0, entre 0 et 1. Donc si on a tout ce qui est en dessous de 0,5 va appartenir à 0 et tout ce qui est au-dessus de 0,5 appartiendra à 1 par défaut. Mais l'idée d'un threshold, d'une limitation, c'est possible. Mais bon, il faudrait que je me penche là-dessus et définir les probabilités. Donc ça rajoute une prédiction d'un autre réseau neuronal où la question de confiance n'est pas certaine. Je pense que l'autre point, c'est par rapport aux pixels qui sont classifiés avec le 4, comme on a vu, classifiés comme un 4. On voit bien que à partir de l'image, ça sera reconnu quand même. Micro numéro 3. Avec ton exemple sur les réseaux adversariaux, les images qui ne sont pas toutes reconnues comme un 4 alors qu'elles n'ont rien à voir. Qu'est-ce que tu penses que, avec l'argument que c'est parce que le réseau neuronal est beaucoup trop simple et qu'en créant un réseau plus complexe, vous n'aurez pas ce problème-là? Moi, je crois que ça va toujours marcher et parce que chaque image va être classifiée dans une classe et c'est pas important c'est comment parce que c'est une montant de pixels et en toutefois ça va reconnaître un chiffre. C'est peut-être mieux que moi je reformule le problème et dire ça c'est une montant de pixels et il faut classifier ça comme montant de pixels et comme ça peut-être on a 11 classes et après ça va peut-être rencontrer de faire peut-être un peu de travail. Je ne crois pas que ça va fonctionner seulement pour changer l'architecture. Comme ça aussi je peux faire le network plus difficile mais ça quand même peut apprendre ces patterns. Merci, micro 2. Merci pour le talk. J'ai une question sur le positioning des dates de training. Supposons que on a d'un grand concern Internet. Comment est-ce que si je manipule les dates que je donne, est-ce qu'il y a une règle? Combien de dates mauvaises on doit avoir pour vraiment avoir un impact? Et si on fait ça, est-ce que c'est mieux d'avoir des dates qui sont un peu mauvaises ou avoir des dates de training qui sont vraiment très mauvais et absolument bullshit?
Je ne sais pas si je l'ai écrit ici, j'ai trouvé deux papiers, deux travaux avec la question du threshold des traités. C'est très très bas, donc en dessous de 1%. Donc on peut atteindre quelque chose avec ça. La question c'est qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif? Est-ce que je veux créer une sorte de backdoor ou est-ce que je veux influencer la structure, détruire ma structure? La question c'est l'utilisation. Si vous prenez un scanner d'iris et vous mettez une image de votre chat, c'est assez facile à reconnaître. Après, si on met juste une lentille avec une iris d'une autre couleur, elle sera classifiée d'une autre manière et du coup c'est tout de suite plus simple à quantifier. Un point qui joue un rôle important, c'est on a besoin d'énormément de données pour entraîner un modèle. On regarde, ChatGPT utilise 5 Tera de données d'entrée pour le réseau neuronal. Donc, c'est impossible pour une personne lambda d'utiliser ça. Après, on peut utiliser des méthodes statistiques pour reconnaître, mais c'est beaucoup plus compliqué avec le réseau. Donc mon conseil, c'est rester le plus proche possible de la réalité et prochaine question, micro numéro 3. Ah oui, bonsoir. Merci pour cette session. J'aimerais bien rajouter que le problème, c'est les données d'entraînement et du coup, les données d'entraînement fausses doivent être partagées. Donc, on a besoin d'y avoir accès. Et donc, si je prends des données que je récupère sur Internet, ou par exemple, si j'essaye de penser comme ChatGPT, je peux utiliser l'ingénierie de prompt et si je rentre dans des discussions entre les pommes et les poires, peut-être qu'il faut que je change quelque chose sur mon réseau. Comment est-ce que tu penses qu'on peut modifier les vecteurs d'influence comme GPT? Moi, je crois qu'on interagit avec des langues et la langue est toujours pas exacte. Et de cette manière, on peut toujours trouver une voix. C'est un peu comme le chat et la souris qui bluffent vite. Et aussi comme les adversarial network. Il y a quelqu'un qui dit, OK, moi j'ai cette méthode. Et après, il y a autre qui dit, non, maintenant, cet réseau. Et ça, c'est toujours comme ça qu'il y a une attaque et après, il y a un match. Et avec les modèles de langue, on peut vraiment jouer beaucoup et vers où est-ce qu'on arrive. Moi, je crois que c'est très probable que ce problème ne va pas jamais vraiment avoir une solution. L'idée était que si on a vraiment l'accès à des dates de training, peut-être il y a des dates de training qui étaient générées de manière interne. Et qu'est-ce qu'on peut faire ça si on n'a pas d'accès au réseau? Et si on n'a pas d'accès pas du tout, on peut seulement faire brute force. Si est closed source, c'est vraiment difficile d'attaquer ça. Ça, c'est sûr. Mais je pense que tous les dates sont ouverts dans le paper ici, Hacking Urbex, Short Introduction. Il y a la scène que quelqu'un crée des dates et on crée des dates qui semblent vraiment être pareilles et on met notre vecteur. Et là, je essaie de pousser mon paper et là, la communauté va adapter ça. Et maintenant, ce vecteur est dedans. Avec beaucoup de créativité, on peut mettre son vecteur dans le data training. Et je crois qu'il n'y a pas de concern qui a comme ça beaucoup de dates qui est facile de générer ça. Okay. Mikrofon Nummer 1, bitte. Micro 1. Merci pour cette session. J'ai une petite question sur se protéger contre les attaques brute force.
Chaque input va être lié à un type d'output, donc est-ce que ça a du sens de créer des classes si c'est ni 0 ni 9, qu'on a une classe qui récupère tout avec un catch-all pour récupérer toutes les images restantes? Oui, je crois que la meilleure idée, c'est faire deux choses. Une est, si on est dans le cadre des images, si on fait une classique détection des images, et de cette manière, on va déjà sortir une partie de tous les pixels. Et la seconde chose, de regarder, d'avoir une catch-all class et de définir ça. Et comme ça, on peut faire ça. Et on n'a pas besoin de beaucoup. Si on a beaucoup de catch-all, on a des dates pas balancées. Et là, c'est difficile de faire l'apprentissage. Et on doit faire le catch-all le même. Là, après, on a des dates avec 11 classes. Et avec ces dates, je crois qu'on peut aller loin. Une dernière question, micro 2. Une question de compression pour une méthode au début. Je crois que c'était le numéro 9. Je vais générer des dates volées et je prends un modèle pareil. Est-ce que tu peux dire plus de phrases, comment tu obtiens ces dates volées? Je peux uniquement réagir à l'apprentissage comme utilisateur. Donc, je vais, si on prend l'exemple de ChatGPT, je vais mettre ma question à l'intérieur et je vais avoir une réponse. Donc, j'ai ma paire de questions-réponses. C'est ces données-là que je peux prendre pour entraîner un nouveau modèle. Pour, par exemple, un chatbot où je vais en avoir besoin de beaucoup, mais peut-être que j'ai déjà un set de données. J'ai déjà récupéré Wikipédia, des infos de Wikipédia, et j'ai envie d'élargir mon modèle avec des questions-réponses. Je peux du coup utiliser ce réseau neuronal avec lequel j'interagis et générer des données d'entraînement, d'apprentissage. J'ai vraiment accès à un modèle qui a cette fonctionnalité et j'utilise ce modèle-là pour récupérer les données sans vraiment savoir ce qui se passe dans la black box du réseau neuronal. Merci. Il y a plus de questions, mais vous pouvez trouver Yate disponible, vous pouvez lui parler. Merci beaucoup à tous.